Le vif du sujet, c'est donc une question peu connue. Alors, c'est la déportation en Algérie des indésirables français et étrangers et français de 1900 à 1941 et 1942. Alors, si vous regardez le titre, vous voyez que j'ai mis indésirable que j'ai mis déportation entre guillemets. Car, alors, c'est un vieux débat, c'est pas un débat, c'est un problème juridique. La déportation n'est pas quelque chose de nouveau. Les républicains du midi de la France ou des Alpes qui se sont élevés contre le coup d'état du prince Napoléon en 1851, les historiens sont pénibles parce qu'ils remontent toujours quand même grec, ont été déportés en Algérie. Les communards, 1871, certains ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, d'autres ont été transportés en Nouvelle-Calédonie. Alors, quelle est la différence? Vous êtes déporté si vous êtes condamné à la déportation par un tribunal. Vous êtes transporté si vous êtes envoyé par décision administrative. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité de la chose. Or, oui, non mais le statut, ça a des conséquences, vous ne pouvez pas imaginer, sur la reconnaissance de vos droits à réparation. Et donc, comme tous les indésirables ont été transférés parce qu'ils n'ont pas été jugés, mais transférés par décision administrative. Alors, il faut bien dire que la xénophobie, parce que là, moi je suis en plein à l'heure actuelle dans un événement qu'on n'a pas commémoré et qu'on aurait dû commémorer plus important, c'est la rafle des juifs étrangers en août 1942 en zone sud. Et donc je suis en plein dans ce que j'appelle les racines profondes et multiples de la xénophobie et de l'antisémitisme. Parce que si on n'est pas conscient de ces racines profondes, on a du mal à lutter contre ce qui est aujourd'hui la politique xénophobe et raciste du Front National, du look ou pas du look. Alors, ces racines, qu'est-ce que les étrangers? Ben, les étrangers, il faut quand même dire aux gens clairement que on a bien été content des étrangers à la fin du XIXe siècle. C'est le cas de mon arrière-grand-père. Parce qu'à la fin du XIXe siècle, la population française est une population vieillissante, du fait d'une très faible natalité. Et donc on a fait venir, quasiment parfois avec des gens recruteurs, on a fait venir des Flamands pour faire tourner l'industrie textile à Ilo-Toquin, on a fait venir des Italiens à Marseille pour faire fonctionner la Provence et Marseille, et on a fait venir dans tout le sud-ouest des Espagnols. C'est comme ça que mon arrière-grand-père, à pied, il est venu du fin fond entre le Val d'Aran et l'Érida, du fin fond du Nord là-bas, jusqu'à Perpignan, pour être ouvrier maçon. Et quand il s'est installé comme ouvrier maçon, 6 mois après, enfin, quelques temps après, son épouse et 6 enfants sont venus à pied. Alors là, on est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faudrait que beaucoup de gens se rappellent que ce qu'on voit avec les migrants qui traversent des gens, qui marchent à pied pendant des jours, des conditions difficiles, c'est ce qu'ont connu une partie de nos anciens. Eh bien, à pied, mon grand-père, puis ma grand-mère et les jeunes enfants, ils ont mis 6 mois pour faire la province de l'Iride jusqu'à Aisne. Parce qu'ils marchaient, ils s'arrêtaient dans une ferme quand ils trouvaient un peu de boulot pour avoir de quoi manger, et puis ils continuaient le chemin. Et donc, si vous voulez, je suis quand même sidéré quand je vois aujourd'hui une partie des fils et des petits-fils de Polonais du Nord-Pas-de-Calais qui votent Le Pen, quand on sait ce que leurs parents et leurs grands-parents ont connu. Alors je disais, on doit beaucoup à ces étrangers. Et en particulier, nous, Catalans, nous sommes très fiers d'un petit train qu'on appelle le train jaune, qui part de Villefranche et qui va à Cerdagne. Et bien, ce petit train, vous avez 650 ouvrages sur cette ligne, avec des ponts, des tunnels. Qui c'est qui les ont construits? C'est les carriers venus d'Italie. Et donc, je pense qu'il faut quand même reconnaître que la France doit beaucoup aux travailleurs étrangers, et cela depuis des décennies. Alors, j'ajouterai qu'avec la mobilisation de 1914, la situation s'est aggravée. Et donc on a vu entrer encore plus d'étrangers, alors essentiellement d'ailleurs des Espagnols. Et on a même créé un service officiel pour aller les chercher. Et alors ça a donné naissance, alors je ne sais pas ici, mais nous à Perpignan, ça a donné naissance à un mythe. L'Espagnol qui s'est enrichi pendant que les Français versaient le sang pour la patrie. Et alors, à chaque fois qu'il y a eu une mobilisation, c'est-à-dire en 38, en 39, vous avez, dans les milieux petits bourgeois en particulier, vous avez eu ce fantasme du créé apparu. Non pas comme j'ai dit en rigolant,
moi qu'on m'explique comment un ouvrier agricole peut faire fortune, vous voyez que la fake news n'est pas une invention moderne, que ça se trimballe depuis quand même très longtemps. Et alors, cette situation, elle a continué après la guerre, parce que tout simplement, vu le nombre de morts, de blessés. Si vous prenez un gros village qui s'appelle Rodez, chez moi, il faisait en 1911 322 habitants. Et sur les 322 habitants, vous avez 11 tués. Et le résultat des courses, quand vous regardez, j'allais dire 20 ans plus tard, 1936, 418 habitants, oui, et vous avez 21% d'étrangers, des Espagnols et des Italiens, parce qu'il y avait une carrière de granit, et que les Italiens et les Espagnols travaillaient à la carrière de granit. D'où le fait qu'en 1927, eh bien, il y a une loi qui permet plus facilement d'obtenir la nationalité française. Et dans les Pyrénées-Orientales, c'est pour ça que ça me fait mal au cœur aujourd'hui, dans les Pyrénées-Orientales, avant la retirade, eh bien, il y avait à peu près un tiers de la population qui avait la nationalité espagnole. Et si vous rajoutez les gens qui avaient eu la nationalité française, si vous rajoutez les enfants d'Espagnols nés en France et donc devenus français, vous arrivez à 42% à peu près de la population qui est d'origine espagnole, de toute façon extrêmement proche. Alors, ces travailleurs immigrés, il faut le dire très brutalement, et c'est malheureusement aussi le cas aujourd'hui de ces travailleurs clandestins qu'on exploite sans aucune vergogne. Ces travailleurs syndiqués n'avaient aucun droit syndicaux. Alors je prends, il y a eu une grève des ouvriers agricoles chez moi en 1938, et voilà ce qui est paru dans le journal local. À la demande du préfet, le consul d'Espagne rappelle à ses compatriotes qu'il leur est fait une obligation absolue de respecter les lois du pays qui, si généreusement, alors je souligne, si généreusement leur offre l'hospitalité. À l'occasion des conflits sociaux, leur attitude ne doit pas attirer l'attention des autorités qui seraient alors fondées à prendre toutes mesures qu'elles jugeraient nécessaires. Autrement dit, les travailleurs sans droit, livrés au bon vouloir des patrons. Et face à cette situation, la CGTU et le Parti communiste ont créé une organisation spécifique qui s'appelait la main-d'œuvre ouvrière, c'est la main-d'œuvre immigrée, la MOI. Et cette MOI, elle avait une caractéristique, elle était organisée par groupe de langues. Parce que ces travailleurs qui arrivaient en France, je pense par exemple aux travailleurs polonais, ne connaissaient pas le français. Donc il y avait une organisation en yiddish avec des journaux en yiddish, des clubs de sport en yiddish. Et donc la MOI avait pour but de lier les travailleurs français et les travailleurs immigrés en vue de se battre pour l'amélioration des droits syndicaux et sociaux. Seulement arrive la crise de 29. Et la crise de 29 va changer la donne. La crise de 29 et ses conséquences économiques et sociales qui vont déboucher sur l'Europe avec un peu de retard. Et ça va entraîner, donc ça va entraîner du chômage, et ça va entraîner une campagne redoublée de l'extrême droite sur le thème, vous connaissez le sketch de Renault, ces étrangers qui viennent manger le pain des Français, on vire l'étranger, comme c'était le boulanger, il n'y a plus de pain. Bon. Eh bien, c'est ça. C'est ça. L'idée, c'est qu'il faut se débarrasser. Et alors, on le fait. Il y avait eu un certain nombre de mineurs polonais qu'on avait fait venir avec des contrats de travail. Et donc, à la fin du contrat de travail, on leur a dit, messieurs, hop, trêve, on va partir en Pologne. Voilà. Et donc, l'idée, les radicaux, alors, bon, c'est important parce que les radicaux, c'est le centre, hein, c'est pas l'extrême droite. Les radicaux, eh bien, sous la pression, trouvent comme solution le contingentement des travailleurs immigrés. C'est-à-dire, alors voilà ce qu'il dit Herriot, maire de Lyon, président du Conseil en 1932, le chômage est pour une grande partie la conséquence de l'inflation de main-d'œuvre qui a suivi la guerre. Nous ne pourrons plus jamais employer à la fois tous nos compatriotes et tous les étrangers qui ont afflué chez nous. Je réclame la priorité pour les Français. C'est donc la priorité à l'embauche pour les Français dans des entreprises dépendantes de l'État. Vous remarquerez que Herriot, il est faux cul. Je me permets de le dire comme ça. Herriot est faux cul, pourquoi? Parce que le chômage, c'est la faute du surnombre d'ouvriers. Pour lui, il met de côté quoi? Mais la crise du système capitaliste liée à la crise de 29.
Parce que la crise de 29, c'est une crise systémique de spéculation du système capitaliste. Donc vous voyez comment l'étranger sert de bouc émissaire, et que donc Herriot, qui n'a pas de solution politique, parce que c'est un libéral, fondamentalement, eh bien, il cherche à détourner l'attention sur un bouc émissaire, l'étranger. Un homme du centre. Et ce qui est bien, c'est que je reviens avec Carrier de Rodez. Les Carrier de Rodez, il y a une commande d'État. Et donc le patron, qui était un radical, veut embaucher. Et il veut appliquer la loi sur l'embauche, la préférence nationale à l'embauche. Et que font les Carrier de Rodez? Ils disent, oh, pas de question, ils se mettent en grève. Et ils disent, voilà, on sait qu'il n'y a pas du travail pour tout le monde à temps plein. Mais nous, ce qu'on veut, c'est partager le travail qu'il y a, et que ce partage du travail se fasse sous la tutelle de la CGT, du syndicat, pour qu'il soit réparti de façon équitable. Alors, s'ajoute un autre problème dans les années 20 et 30, qui n'existait pas avant. Moi, je préférais que ce soit du cognac ou quelque chose comme ça, mais c'est le problème des apatrides. Les apatrides, ce sont des gens qui n'ont pas de pays à eux. Les premiers apatrides, c'est les Russes blancs. Les mêmes apatrides, quasiment en même temps, c'est les Arméniens. Les mêmes apatrides, un peu plus tard, en 1933, c'est les Juifs allemands. Et les derniers apatrides, et eux, ils sont massifs, c'est les républicains espagnols en 1940. Donc vous allez avoir toute une esclave, il y a une carte d'apatride. Hein. Vous allez avoir comme ça toute une... Aussi, la série des choses. Il serait bon, il est bon, que les historiens locaux, j'aime beaucoup les historiens locaux, parce qu'ils fournissent des documents, que les historiens universitaires qui, j'allais dire, sont pas à un autre niveau, ont un champ beaucoup plus large, n'ont pas le temps toujours de recueillir témoignages, documents familiaux. Bon, j'insiste pas. République espagnole après 1940. Et alors c'est là qu'arrive la loi d'Aladier. La loi d'Aladier de 1938. Cette loi d'Aladier, il y a deux aspects qui nous concernent essentiellement. Le premier, c'est ce reproche qu'on a fait aux Espagnols en 14-18. Et il dit voilà, en cas de guerre, les étrangers vivant en France, tous les étrangers, ça ne dit pas que les Espagnols, tous les étrangers vivant en France, seront soit mobilisés dans la Légion étrangère, soit dans les compagnies de travailleurs étrangers qui, à l'arrière du front, travailleront pour l'armée. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les étrangers indésirables qu'on ne peut pas renvoyer chez eux, c'est-à-dire les apatrides, seront internés administrativement dans des centres de séjour surveillés. Et on crée, dès 1938, un premier camp en Lozère, le camp de Rieuvres. Et là, vous voyez que, ça, ce que je déteste chez les hommes politiques, c'est leur vue à court terme. L'homme politique, il a une expérience de vie politique courte. Et pour lui gagner quelques années, c'est l'éternité. Après lui, le déluge. Parce que là, l'internement administratif, c'est la lettre de cachet. Il suffit qu'un préfet signe un papier, vous partez 1 an. Vous sortez du camp, on vous pique à la sortie, on vous remet pour 1 an. C'est quoi ça? C'est la routine, 1 an. Vous gagnez quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous avez rien réglé. Vous voyez, c'est ça aussi qui est important de dire aux gens. Les problèmes ont besoin de solutions à moyen et long terme. Là, on est dans le court terme, sans aucune perspective d'avenir. Bon. Alors, cette loi d'Aladier, elle a été appliquée lors de la retirade. C'est la base juridique de l'internement des brigades internationaux d'Europe centrale et des républicains espagnols. Un brigadiste, exemple de brigadiste. Parce qu'il y a des parcours fabuleux chez les brigadistes. J'adore ça, c'est des vies extraordinaires. Alors vous avez dénommé Mika Bronstein, qui est né lui en 1909 à Varsovie. Jeune, il émigre en Palestine. Alors c'est tout le mouvement vers la Palestine qui a eu à ce moment-là, qui à l'époque était un protectorat britannique. N'oubliez pas, la Syrie et le Liban, c'était nous, les Britanniques, c'était le reste. Et il devient des responsables de la jeunesse communiste locale. Il y épouse une jeune fille qui, elle, était née en Palestine. Et cette jeune fille, qui s'appelait Sima, est arrêtée lors d'une manifestation pour l'indépendance de la Palestine, hein, et jetée en prison. Et là, en prison, elle donne naissance à un fils qu'il prénomme Liberto. Alors, quelques mois plus tard, les parents, plus le fiston, sont expulsés par les autorités britanniques, et ils vont en France. Et là, ils s'installent dans la région parisienne, et puis, dès le début de la guerre d'Espagne, Mika s'engage dans les brigades internationales.
où il devient capitaine. Et comme il est apatride, parce qu'il est connu, on ne sait pas ce qu'il est, hein, donc on le déclare apatride et on l'envoie donc au camp de Gurs, et du camp de Gurs, on l'enverra au Vernet d'Ariège, d'où il partira pour l'Algérie. Et puis, alors, c'est bien aussi, il y a un espagnol, Antonio Vidal, qui vient de sortir, lui ou ses enfants viennent de publier, j'allais dire, un livre de témoignages. Et donc cet Antonio Vidal, c'est le type même du libertaire barcelonais. Hein. Alors, lors de la retirade, lui, il a de la chance, entre guillemets. On l'envoie directement à la prison de Perpignan. Alors, je dis qu'il a de la chance parce que les conditions de vie à la prison de Perpignan étaient nettement supérieures au camp d'Argelès. Et donc, il est là jusqu'à mars 40, étiquette activiste dangereux, et puis on l'envoie vers les d'Ariège, dans une compagnie de travailleurs étrangers, pour, comme il est ouvrier du bois, on lui dit, mais bon, toi tu repars à Argelès, tu pars à Argelès, et tu vas bâtir les baraques qui sont en piteux état. Donc il est là, et puis, il ne sait pas pourquoi, le 23 mai 40, il y a pleine campagne, début de la campagne de France, on l'envoie au camp des Vernets d'Ariège. Vous avez aussi un dénommé Antonio Ortiz Ramirez, dont je vous parlais, un grand personnage, hein, et qui lui était charpentier à Barcelone, libertaire. Il conduira d'ailleurs une colonne libertaire sur le front, puis sera aussi un des dirigeants de l'armée populaire. Et lui, eh bien, aussi se retrouve au Vernet d'Ariège. Donc ça, c'est, si vous voulez, le Vernet d'Ariège étant considéré comme le camp, j'allais dire, disciplinaire des camps. Alors, on ne va pas rentrer dans le débat. Au début, les camps des plages sont des camps de concentration dans le concept, j'allais dire, original, archaïque. Qu'est-ce que c'est qu'un camp de concentration? On a inventé ça lors de la guerre de Cuba ou lors de la guerre des Bourgs. C'est lié à une invention prodigieuse, le fil de fer barbelé. Jusqu'à qu'on invente le fil de fer barbelé, quand vous vouliez enfermer quelqu'un, il fallait des murs. Donc il fallait une prison avec des murs. Là, avec le fil de fer barbelé, je vous rappellerai Lucky Luke et les fils de fer barbelés sur la télé américaine. Et vous avez des fils de fer barbelés, vous prenez un champ, vous mettez des piquets et vous mettez des gens dedans. Et donc c'est ça un camp de concentration. C'est un camp où l'on concentre des gens. Et par la suite, on va transformer le concept. Au début, on parle de camp de concentration, puis on va parler de centre de séjour surveillé. C'est ça qu'on va appeler le camp de Saint-Sulpice, ainsi de suite. Vu qu'il y a un glissement sémantique, et que quand vous parlez de camp de concentration, aujourd'hui, tout le monde pense au camp nazi, qui était quand même légèrement plus dur que le camp de plage, ils ont développé le problème. Et donc, déclaration de guerre. Et là, on va enfermer dans des camps, tous les ressortissants du Troisième Reich. Alors, je vais prendre 5 minutes là-dessus, parce que c'est très intéressant sur la façon dont a été vécue la déclaration de guerre. On fait la guerre parce que l'Allemagne a violé le traité de Versailles. On est dans la continuation du traité de Versailles, qui lui-même était une guerre impérialiste. Ça nous semble aujourd'hui dépassé tout ça. Mais quand vous pensez qu'en 1920, l'explosion du mouvement ouvrier européen et français s'est faite sur est-ce qu'il fallait l'union sacrée ou pas l'union sacrée, l'éclatement de la SFIO entre la SFIO et la SFIC communiste, c'est quand même là-dessus. Bon, j'insiste pas. Et donc, on va reprendre tout ce qui avait été fait en 14. Alors, qu'est-ce qui avait été fait en 14? Eh bien, c'est ce qu'on appelle le carnet B en 14. Dans le carnet B, on avait mis tous les gens socialistes, antimilitaristes. Et on va appeler ça en 1939 la liste S, liste des suspects de menées antinationales. Liste S, donc, qui est revenue à l'ordre du jour il y a quelques années, on en avait reparlé. Et donc, on va interner tous ces gens-là. Alors, qui c'est qu'on va interner? Je vous donne quelques exemples. Alors, vous avez Sandor Grönhut, 1892, journaliste hongrois. Alors, lui, il avait été le secrétaire de Bélakoum, qui était un des dirigeants de l'éphémère République des Conseils d'Hongrie en mars 1919. Suite à la révolution bolchevique, il y a eu comme ça en Europe centrale quelques îlots révolutionnaires. Et lui, bien sûr, alors lui, vous imaginez, dès que Bélakoum tombe, dès que la réaction prend le pouvoir, il part en Russie, en Russie, il revient en France. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il est. Est-ce qu'il est hongrois? Est-ce qu'il est russe?
Lui, 12 octobre 1939, on l'envoie faire un tour vers d'Ariège. C'est très tôt, dès la déclaration de guerre. Et puis, l'autre qui nous intéresse, qui nous intéresse plus, c'est Max Hoppe. Alors, Max Hoppe, c'est vraiment le type même du juif, qui n'est pas juif, et qui est internationaliste. Parce que quand on dit juif, voilà, c'est le juif sans connotation religieuse, si je puis m'exprimer ici. Alors, Max Hoppe, son père était représentant de commerce. Donc, il s'installe d'une famille de juifs, de juristes allemands. Voilà, des origines allemandes fortes, classe, j'allais dire, intellectuelle. Donc, il s'installe à Paris et il épouse une juive issue de la haute bourgeoisie française. Bon, mais également d'origine allemande. Ils s'épousent, ils ont 2 enfants, qu'ils élèvent de façon laïque. C'est-à-dire que, qualifié de Hoppe de juif, vous voyez ce que je veux dire? Quand je me rigolais, je disais à mes étudiants, voilà, Krasuki, c'est le type même du juif. Bon. Ses parents avaient fui la Pologne parce qu'ils étaient d'extrême gauche. Krasuki, c'est la jeunesse communiste, c'est la Moye. Donc, la qualité de juif, c'est un peu léger. Voilà. Donc, c'est comme quand vous qualifiez quelqu'un de musulman ou d'arabe, aussi, je demande d'avoir de plus près ce que ça cachait derrière. Donc, et dès 14, déclaration de guerre. Et le jeune Max Hoppe, il a des oncles dans l'armée allemande et l'armée française. Et vous allez me dire, et son père? Alors son père, lui, il avait trouvé la solution. Son père, quelque temps avant 14, était parti à Valence, où il avait développé des activités commerciales. Donc lui, il n'est pas concerné par la guerre 14-18, et le jeune Max Hoppe rejoint son père à Valence. Donc vous avez quelqu'un d'origine allemande, né en France, qui va donc s'installer en Espagne. Là, l'Espagne, il fait du commerce, et il s'investit dans la politique, et dans les arts. Et en particulier, il va être chargé par le gouvernement républicain du pavillon espagnol lors de l'exposition universelle de Paris en 1937. Et c'est lui qui contacte Picasso pour la fameuse peinture qui va devenir Guernica. Il rentre en Espagne à la fin de choses et il va, quand je dis qu'il a deux milieux intellectuels, il va avec Malraux travailler au tournage du film L'Espoir Sierra de Teruel, qui est tourné vraiment à la fin de l'Espagne républicaine, et il rentre en France avec l'équipe du film, et ils vont terminer le film à Paris, dans les studios de la région de Joinville, Le Pont. Donc, vous voyez, et en 40, donc il a un passé quand même de gauche, on ne peut pas le qualifier de... Et en 40, eh bien, il est donc d'origine tellement bizarre qu'on ne sait pas trop comment le qualifier, et surtout il est qualifié de dangereux activiste. Résultat des courses, il est interné, et il va se retrouver au camp du Vernet d'Ariège, où après il partira sous Zève. Alors, je vous passe les détails, parce que à septembre 39, on va élargir, parce que ça aussi vous le direz, parce que la loi des indésirables, c'est votée sous la Troisième République par une assemblée démocratique. Nous sommes d'accord. Et à septembre 39, on est toujours sous la Troisième République, toujours avec quand même une chambre des députés démocratique. Eh bien, on va élargir la notion d'indésirable aux indésirables français, c'est-à-dire essentiellement aux communistes qui refusent de dénoncer le pacte de correction germano-soviétique. Bien. Et alors, le gouvernement de Vichy, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend la loi et il élargit aux individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique. Voilà. Et il va aller plus loin en élargissant aux juifs étrangers. Vous voyez comment une loi peut évoluer, et comme je dis souvent, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif quand une loi qui peut paraître anodine ou légèrement chose, est votée parce qu'on ne sait jamais l'usage qu'on peut en faire dans les années qui suivent.